Quand on vous dit bataille du Pacifique, vous pensez à Pearl Harbor, Midway ou bien le golfe de Leyte. Mais est-ce que vous connaissez les batailles navales de Bougainville? Et plus précisément, celle de l'impératrice Augusta. Mais tout d'abord, le contexte historique. Le 7 décembre 1941, les Japonais attaquent la base navale de Pearl Harbor par surprise, avant que les États-Unis rentrent en guerre le jour même et rejoignent les Alliés par la même occasion. Pendant ce temps, les Japonais commencent à envahir le Pacifique, envahissant les Philippines, les Indes néerlandaises, la Malaisie britannique et suivi de toutes les autres îles à leur portée jusqu'à la bataille de la mer de Corail du 4 au 8 mai 1942 et de Midway du 4 au 7 juin 1942. Et un an plus tard, le 1er novembre 1943, débuta la campagne de Bougainville, une île qui se situe entre l'archipel des îles Salomon et l'île de Nouvelle-Bretagne. Et c'est à cette date précise que se passa la dite bataille de la baie de l'impératrice Augusta, la bataille qui nous intéresse aujourd'hui. Le 7 août 1942, les États-Unis lancent la campagne de Guadalcanal, qui se termina le 9 février 1943, et le Japon s'est engagé dans une campagne qui a vu une série de batailles désespérées, que ce soit terrestres, maritimes et aériennes. Puis suivirent de nombreuses batailles, comme celle de Kolombangara ou du golfe de Vela, qui permetta aux forces alliées de remonter les îles Salomon jusqu'en Nouvelle-Guinée. Pendant ce temps, le vice-amiral Omori Santaro était à Rabaul le 30 octobre avec la division Sentai 5. Après le débarquement du cap Torokina, à l'ouest de l'île de Bougainville, le 1er novembre 1943 à 7h30 par les Américains, le vice-amiral Tomoshige Samejima, qui commande la 8e flotte japonaise, voulait renvoyer la division Sentai 5 à Truk, plus haut dans le Pacifique. Mais après un refus de Koga Mineshi, commandant en chef de la flotte combinée, et après des rapports sur les débarquements alliés à Bougainville, du moins sur les transports américains présents dans la baie de l'impératrice Augusta, le vice-amiral Santaro Omori voulait reproduire la même action nocturne qui avait été exécutée par les croiseurs lourds du vice-amiral Mikawa Gonishi sur l'île de Savo le 9 août 1942. Alors, la flotte japonaise, étant constituée de 4 croiseurs, le Myoko, le Haguro, le Sendai et le Hagano, et de 6 destroyers, fit route vers la baie depuis Rabaul, une ville située non loin de là à l'est. La surprise devait être totale. Mais hélas pour eux, la Task Force 39, commandée par le contre-amiral Aaron S. Merrill, se dirigeait déjà vers le nord en direction de la baie pour intercepter la force japonaise repérée par un avion de reconnaissance. D'ailleurs, la Task Force 39 était constituée de 4 croiseurs de classe Cleveland, le Montpellier, le Cleveland, le Columbia et le Denver, et de 8 destroyers de classe Fletcher, séparés en deux groupes. La division de destroyers 45 sous le commandement du capitaine Arlen A. Brooke et la division 46 sous le commandement du commandant Count Austin. Le contre-amiral Merrill avait fait une formation utilisée pour les actions de nuit pour se préparer à la future bataille à venir. La force américaine s'approchèrent du point de rendez-vous à seulement 20 nœuds, pour éviter que le sillage des navires n'attire pas les avions de reconnaissance. Et surtout, voulant éviter la même défaite que celle de l'île de Savo le 9 août 1942, qui fut une défaite cuisante pour les forces américaines. Et même si toutes les circonstances étaient là pour qu'il se produise la même chose, la Task Force 39 avait une totale connaissance des mouvements de la force Sentai 5 du commandant Omori. Donc, le but du contre-amiral Merrill était de positionner ses croiseurs à travers la baie comme un cordon pour empêcher les Japonais d'entrer et de combattre à des distances au-dessus de 16 à 20 000 mètres pour ces croiseurs, pour éviter la portée des torpilles japonaises. Pendant que les destroyers, une fois détachés, ont une liberté d'action pendant la bataille jusqu'à qu'ils ont largué leurs torpilles, et alors là les croiseurs pourraient enfin commencer à tirer. En tout cas, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à attendre les Japonais qui devront arriver la nuit. À 2h00 du matin, Omori et sa flotte se préparent à détecter la force américaine et avancèrent même en 3 colonnes vers la baie tout en montant les radars sur la plupart des navires. Mais hélas pour eux, les opérateurs étaient mal formés et donc on préférait faire du repérage visuel. Oui, en pleine nuit. À 2h27 du matin, les centres d'information de combat à bord des navires de la Task Force 39, commandés par Merrill, ont commencé à détecter l'une des 3 colonnes japonaises à une distance de 35 900 mètres. La flotte de Merrill, qui lui connaissait le cap et la position de la flotte japonaise, de Omori, a changé de cap vers le nord pour se déployer ensuite en travers de la ligne d'approche japonaise pour faire barrage et barrer le thé. Pendant ce temps, 4 des 8 destroyers, la destroyer division 45, qui était placée en avant de la flotte américaine, sont déployés et vont vers la colonne japonaise de droite, du point de vue américain.
là où était situé le croiseur léger Sendai, pour lancer une attaque à la torpille. Au même moment, Merrill donna l'ordre à ses croiseurs et aux 4 destroyers situés à l'arrière de faire demi-tour sur 180 degrés, ce qui plaça les destroyers de la division 46 à l'avant, commandé par le commandant Count Austin. Mais au même moment, un avion de reconnaissance japonais lancé par un navire largua une fusée éclairante au-dessus de la flotte de Merrill, ce qui les fit repérer par le croiseur léger Sendai. Et ce n'était pas du tout les transports américains, mais bien une flotte de navires de guerre. La surprise fut totale pour les Japonais. Au même moment, la flotte japonaise d'Omori manœuvre pour se mettre en position d'attaque, et la flotte de destroyers 45, envoyée vers la flotte japonaise commandée par le capitaine Arlen A. Burke, lança ses torpilles, mais aucune ne fit mouche, mais désorganisa au moins quand même la flotte japonaise pour les éviter. Avec un rapport mis à jour sur la position japonaise de son centre d'information de combat, ou CIC, Merrill ordonna à ses 4 croiseurs d'ouvrir le feu sur la colonne de droite. Et à la puissance de feu contrôlée par les radars des croiseurs américains, s'est concentré sur Sendai, ce qui a mis bientôt le croiseur léger en feu. Au même moment, les 2 destroyers qui l'accompagnaient se heurtèrent pour esquiver les tirs américains. Pendant ce temps, la division de destroyers 46 était partie à l'attaque pour torpiller la flotte japonaise, mais là aussi, aucune torpille ne toucha. Alors, les Japonais ont riposté en tirant sur les croiseurs de Merrill, mais leurs salves ont été courtes et même hors cible. Par contre, les tirs d'obus éclairants ont été bien efficaces et ont même forcé les croiseurs à refaire un virage à 180 degrés tout en déployant un nuage de fumée, ce qui marqua un temps de pause pour les croiseurs américains. Du côté américain, les tirs se sont montrés très précis, ce qui a forcé les croiseurs lourds le Myoko et le Haguro, situés sur la colonne de milieu, et ses destroyers qui les accompagnaient, à manœuvrer de manière frénétique, ce qui entraîna encore de nouvelles collisions entre eux, dont le destroyer Hatsukaze qui fut gravement endommagé pendant les manœuvres. Mais peu de temps après, les croiseurs américains sont sortis de la fumée avant de nouveau reprendre les tirs sur les Japonais. Même si le taux de réussite fut élevé, les tirs n'ont pas vraiment eu de grands effets. Mais du côté de Omori, la confusion était grande. Il avait cru que ces torpilles avaient touché les croiseurs américains, et qu'ils avaient coulé, alors qu'ils avaient juste disparu dans la fumée. Par contre, leurs tirs se sont grandement améliorés. Le croiseur Denver a pris 3 coups sûrs. Alors Merrill a encore exécuté un virage à 180 degrés pour s'éloigner de la formation des torpilles japonaises pour se mettre en sécurité. Malgré que le chaos régnait du côté japonais, les Américains, à l'aide de la division de destroyers 46 du commandant Austin, sont allés terminer le Hatsukaze qui avait été déjà grandement endommagé à cause de la collision avec le Myoko et qui s'était isolé. Mais peu de temps après, pendant que le combat se poursuivait, le destroyer américain Foote, isolé, essaya de rejoindre sa division, celle de Austin, mais se prit une torpille japonaise qui était destinée à la base à l'un des croiseurs américains. La torpille a fait sauter sa poupe, n'ayant plus de moteur, le navire s'arrêta et l'eau s'infiltra à l'intérieur. Mais les hommes du navire réussirent quand même à le maintenir à flot malgré tout. Au même moment, le croiseur japonais Sendai, qui brûlait encore après les tirs des croiseurs américains, coula après une attaque à la torpille des destroyers de la division 45 de Burke. Et après quelques échanges de tirs supplémentaires qui se sont avérés inefficaces, Merrill ordonna aux destroyers de rejoindre le vaisseau amiral à 4h54. À l'approche des premières lumières du jour, le contact de surface a été rompu, les Japonais battant en retraite. Mais les Japonais n'avaient pas dit leur dernier mot et envoyèrent leurs aviations. Mais coup dur pour eux, à l'approche de leurs avions, la flotte de Merrill s'était déjà déployée dans une formation antiaérienne circulaire. Mais dans cette continuité de la bataille, les Japonais ont perdu 17 avions pour seulement 2 coups superficiels sur les navires de Merrill. La bataille aura duré presque 3 heures. Ce fut une victoire du côté américain, en dénombrant seulement que 19 tués, 2 destroyers et un croiseur endommagé, alors que du côté japonais, on dénombre entre 198 et 658 tués, 2 navires coulés, un destroyer et un croiseur, le Sendai, un croiseur lourd et un destroyer endommagé, et 2 destroyers sévèrement endommagés, et 17 avions perdus, voire 25 selon les chiffres. Et le Foote a quand même participé à abattre l'aviation ennemie et à être remorqué 2 jours après la bataille le 4 novembre. Mais surtout, que Omori n'a pas réussi à reproduire ce qui s'était passé à Savo, donc il n'a pas rempli son objectif. Et le commandant Merrill avait bien évalué la situation et a bien déployé sa force, sans compter de coordonner ses destroyers avec ses croiseurs, et même d'ensuite laisser une liberté de mouvement aux destroyers, et tout ceci montre la marine américaine avait bien appris de leurs erreurs à Savo, et donc à s'adapter et à modifier leur tactique. Et que les navires américains étaient plus forts technologiquement,
avec des centres d'information de combat à bord des navires, et surtout avec leurs puissants radars, par rapport aux Japonais, qui eux n'en avaient pas tous, et surtout les équipages très mal formés dessus. Alors voilà, la vidéo touche à sa fin, et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, merci aussi de mettre en commentaire ce qui ne va pas, ce qui est bien, et ce que je pourrais améliorer à l'avenir. Donc voilà, comme vous l'avez deviné, c'est ma première vidéo sous ce format-là, et je compte ouvertement continuer par la suite, sûrement avec 1 ou 2 vidéos par mois, surtout ces batailles navales, voire même quelques fois aériennes. Et aussi quelquefois des présentations de véhicules militaires, par exemple des chars, des avions ou bien même des bateaux. Du coup, je vous remercie, à la prochaine tout le monde.